En Afrique, les inondations ont causé d'énormes dégâts en cette saison pluvieuse. Plusieurs personnes y ont laissé leur vie. Le pays compte désormais 5 stades homologués aux normes internationales par la CAF et la FIFA, une avancée considérable pour le football malien, nonobstant des difficultés d'y tenir des rencontres internationales. Un an jour pour jour que le conflit entre Israël et le mouvement palestinien du Hamas a commencé, nous revenons sur les faits historiques. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre constante fidélité au programme de TMA. Plusieurs pays de l'Afrique du Nord et de l'Ouest sont touchés par des inondations en 2024. Ces inondations ont causé la mort de plus de 1500 personnes selon l'Organisation internationale pour la migration. Les détails avec Janet Bassamaki. Depuis le début de la saison, des pluies diluviennes ont ravagé plusieurs régions du monde, faisant plus de 1500 morts, touchant 4 millions de personnes et déplaçant plus d'1,2 million de sinistrés au Burkina Faso, au Cameroun, au Tchad, en Guinée, au Mali, au Nigeria et au Niger, selon un bilan de l'Organisation internationale des migrations, OIM. D'après le dernier bilan du Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, il y a eu 503 morts et plus d'1,7 million de personnes affectées par les intempéries au Tchad. Au Niger, où la rentrée scolaire a été décalée, plus d'1 million de personnes sont touchées selon les derniers bilans. Le Nigeria enregistre 1,1 million de personnes touchées et la République démocratique du Congo 201 000. Les inondations ont également gravement affecté les moyens de subsistance et l'accès aux services sociaux de base, avec plus de 463 000 maisons, 138 écoles et 52 établissements de santé détruits ou endommagés. Les précipitations exceptionnelles enregistrées au Mali sont les plus importantes depuis 1967, avec plus de 180 000 sinistrés. Devant l'ampleur de ces inondations depuis le début de la saison des pluies en juin et leurs conséquences, le gouvernement malien a déclaré vendredi 23 août l'état de catastrophe nationale lors d'un conseil des ministres extraordinaire. Au Cameroun, les inondations ont fait 20 morts et plus de 236 000 sinistrés depuis fin août dans l'extrême nord du Cameroun, selon les derniers chiffres d'OCHA. En Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, les inondations exacerbent les risques sanitaires en favorisant les maladies hydriques comme le choléra, alors que les dommages sur les infrastructures comme les routes compliquent les accès aux zones touchées, souligne l'OCHA. La semaine dernière, le Programme alimentaire mondial, PAM, qui apporte une assistance alimentaire à 2 millions de personnes dans les zones les plus sinistrées, qualifiait la situation dans ces pays de préoccupante, alors que des milliers d'hectares de terres arables et des troupeaux ont été emportés par les eaux. Depuis la CAN 2002 au Mali, les Aigles seniors n'ont plus disputé de match officiel dans un stade de région. Récemment, beaucoup ont été homologués en plus du stade du 26 mars à Bamako. Pourront-ils abriter les prochains matchs à l'échelle internationale? Soumaïla Fani nous édifie. Dans un communiqué de la FEMAFOOT en date du 29 août 2024, les stades Abdoulaye Makro Sissoko de Kaï et Barima Bokoum de Mopti peuvent désormais accueillir des rencontres internationales. Récemment rénovés, ces deux sites complètent à 5 le nombre de stades homologués aux normes internationales par la CAF et la FIFA dans le pays. Le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts pour la rénovation des stades existants depuis la CAN 2002, à savoir le stade d'Ablaye Makoro Sissoko de Kaï, le stade Babemba Traoré de Sikasso et le stade Barema Bokoum de Mopti. Naturellement, il y a le stade Amari Dao qui est en cours de finition. Et la fédération, en accord avec le ministère des Sports, a demandé à ce que ces stades soient homologués pour les mettre aux normes FIFA et CAF. C'est que nous avons réussi à faire parce que sur les 5 stades, nous avons pu homologuer le stade de Sikasso, le stade de Kaï, le stade de Mopti et le stade Mamadou Konaté, Bamako.
naturellement le stade du 26 mars étant déjà homologué. Avec tous ces stades désormais homologués, la question qui se pose est pourquoi aucun match des Aigles ne se joue dans un stade des régions. Le stade seulement ne suffit pas pour jouer dans une ville, sur un stade. Il y a des paramètres qu'il faut tenir compte, notamment le nombre d'hôtels. La CAF exige qu'on puisse avoir au minimum 3 hôtels de 4 étoiles. Parce qu'il y a l'équipe, il y a l'équipe adverse et il y a les officiels. Et en dehors de cela, il y a un certain nombre de choses qui ne sont peut-être pas, qui rentrent pas directement en ligne de compte, mais que c'est des aspects organisationnels au niveau de la ville. Si c'est par Ségou par exemple, Ségou c'est à 240 km, on peut faire un arrangement pour faire déplacer les gens par la route. Selon le règlement de la CAF dit que si c'est plus de 200 km, il faut déplacer les gens par voie aérienne. Bon, il y a ce handicap. Si on veut jouer à Caille par exemple, il faut amener tout le monde par avion. Ensuite, il faut avoir au minimum 2 hôtels de 4 étoiles, ce qui n'existe pas dans ces régions-là aujourd'hui. C'est ça véritablement l'handicap. Pour le cas des stades, il n'y a aucun problème. Concernant la question sécuritaire que certains évoquent comme l'une des raisons, le secrétaire général de la fédération estime que la sécurité à 100% n'existe nulle part dans le monde. C'est la situation générale du pays aujourd'hui. Bon, ça aussi, les gens font beaucoup de spéculations dessus. Et ça aussi, ça peut être matière à discussion, notamment le problème sécuritaire. Mais je ne pense pas que nous avons suffisamment d'arguments pour essayer de balayer cet handicap. Parce que nous vivons au Mali ici et puis la sécurité, 100%, ça n'existe nulle part dans le monde. Donc là, ce n'est pas le gros souci. Mais le gros souci, moi, je pense que ça, c'est le problème d'hôtel. La dernière fois que les Aigles ont joué dans une région remonte de la CAN 2002 où le Mali a affronté le Nigeria lors du match de classement au stade Barema Bokoum de Mopti. Dans la même veine, les tirages au sort de la Ligue des champions africaine et de la Coupe de la CAF ont eu lieu en Égypte ce lundi 7 septembre au siège de la CAF. Pour ce qui concerne la phase de groupe de la Ligue des champions africaine, le Djoliba AC compose le groupe D avec Espérance de Tunisie, Pyramide FC d'Égypte et GD Sagrana Esperança d'Angola. Quant à la Coupe CAF, le Stade malien hérite du groupe B avec le finaliste de la dernière édition, la RS Berkane du Maroc, le Stellenbosch FC de l'Afrique du Sud et le GD Luanda Sul d'Angola. Je le disais au sommaire, cela fait 1 an jour pour jour que le conflit entre Israël et le mouvement palestinien du Hamas a commencé. Un conflit désormais étendu au Liban qui s'accompagne d'une escalade entre Israël et l'Iran. Retour sur le conflit qui handicape le Proche-Orient avec Aminata Keïta. Tout a commencé le 7 octobre 2023 où le mouvement islamiste et nationaliste palestinien Hamas a mené une attaque sans précédent dans le sud d'Israël entraînant la mort de 1205 personnes, en majorité des civils, selon les chiffres officiels israéliens. Dans les heures qui ont suivi, l'armée israélienne a lancé une puissante offensive contre le territoire palestinien avec pour objectif d'y détruire le Hamas au pouvoir depuis 2007. Depuis, des secteurs entiers de la bande de Gaza ont été réduits en ruines, la quasi-totalité de ces 2,4 millions d'habitants ont été déplacés et au moins 41 909 Palestiniens y ont été tués, en majorité des civils, selon les données du ministère de la Santé du gouvernement du Hamas. Désormais, la guerre s'est étendue au Liban avec plus de 2000 morts et environ 1,2 million de déplacés qui s'accompagnent d'une escalade entre Israël et l'Iran, alliés du Hamas et du Hezbollah après le tir de 200 missiles le 1er octobre contre son territoire par l'Iran. Israël a commencé la commémoration du premier anniversaire de l'attaque hier soir avec une veillée à laquelle ont pris part plusieurs centaines de personnes. Un mémorial a été érigé en hommage aux victimes israéliennes. Même pendant cette commémoration, l'armée israélienne a intensifié des frappes sur le territoire palestinien et des cibles du Hezbollah au Liban. De même, depuis la matinée, le Hamas a affirmé avoir lancé plusieurs projectiles vers Israël qui ont visé une base militaire et un rassemblement de soldats israéliens. Le Hamas a également annoncé avoir lancé des tirs de roquettes sur Tel Aviv dans le centre d'Israël. Le président israélien Isaac Herzog a appelé le monde à soutenir Israël dans son combat contre ses ennemis. Quant au Premier ministre Benjamin Netanyahou, il a, dans une adresse aux Israéliens, affirmé tout faire pour qu'il n'y ait plus jamais de 7 octobre dans la vie d'Israël.
יחד נילחם, יחד ננצח, ונצח ישראל לא ישקר. De l'autre côté, le Hezbollah a qualifié Israël d'entité cancéreuse qui doit être éliminée à terme. Les responsables du Hamas affirment que l'attaque a ramené Israël à la case départ. هذا الطوفان أعاد الكيان الصهيوني إلى نقطة الصفر، وهو يعبر عن ذلك أنه يعيش حرب وجود، حرب وجودية هزت ثقته، دمرت نفسيته، أفقدت الشارع الصهيوني بالثقة بالنفس. الطوفان رد طبيعي على الاحتلال وتسارع مخططاته في الاستيطان والحصار والعدوان على الأقصى وتصفية القضية وتصاعد جرائم التنكيل بالأسرى. Toutes les tentatives de médiation entamées pour parvenir à une trêve ont échoué et l'offensive israélienne continue à Gaza où l'armée a annoncé aujourd'hui l'envoi de soldats d'une 3e division pour appuyer les 2 divisions déjà déployées dans la zone frontalière du Nord. Des marches à l'initiative de la communauté juive mais aussi de sympathisants pro-palestiniens ont été menées un peu partout en Europe et en Asie. En bref, le président sortant de la Tunisie, Kais Saied, a remporté les élections présidentielles issues du scrutin d'hier dimanche. D'après les résultats de l'Institut Sigma Conseil diffusé à la télévision nationale tunisienne, M. Saied a obtenu 89,2% des suffrages dès le premier tour, suivi de Ayachi Zamel qui a obtenu 6,9% des voix et le candidat Zouher Magzaoui a eu 3,9% des suffrages. Cette présidentielle tunisienne a été marquée par une très faible participation établie à 27,7% contre 45% il y a 5 ans au premier tour, selon l'autorité électorale tunisienne. Après l'annonce des sondages, des partisans de M. Saied sont sortis fêter sa victoire. Voilà qui referme ce 1945. Merci à vous de l'avoir suivi. Le programme continue sur la télévision qui vous allume. Bonsoir à tous.